Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur le financement et l'usage de la dette et pourquoi c'est très important d'utiliser de la dette. Je vous dis bonjour de Moscou encore une fois. J'y suis encore quelques jours. On est en septembre 2025. Il me reste 6 jours. 6 jours à Moscou avant de rentrer à Paris. Alors déjà, on commence par des petites news de cette semaine. Franchement, je suis très content des personnes qu'on a en coaching. Alors si vous reconnaissez, moi je vous dis bravo. Cette semaine, on a terminé une coloc qui a été du coup qui est totalement mise en location en Île-de-France. Donc là, c'est super. On va pouvoir recommencer à en faire d'autres. On a signé 3 nouvelles colocs, là plutôt dans le sud de la France, sud-est. Et on est sur 3 offres de reprise d'entreprise. Du coup, là, on a fait des rendez-vous cédants cette semaine. On en a eu pas mal. Et on s'est positionné du coup sur 3 boîtes. Et là, c'est en négociation. Ce qui veut dire 3 offres. On a fait des LOI. C'est des documents où en fait, vous déterminez quel est le prix de l'entreprise que vous voulez reprendre et quelles sont les conditions. Et vous échangez à partir de ça avec les cédants. Donc franchement, je suis très content. Très content aujourd'hui de ce qu'on fait. Alors, il y a eu des petits enjeux parce que là, étant à Moscou, en fait, je suis juste à côté, je suis dans un hôtel qui s'appelle, National, si vous voulez regarder et National Moscou et c'est juste en face, du Kremlin. Ce qui fait que, en fait, à cause de la situation, politique aujourd'hui, internet est pas mal, brouillé, que ce soit internet ou que ce soit, le réseau téléphonique. Du coup, j'ai fait des échanges avec, des cédants d'entreprise où, bon, bah, en fait, en visio, ça ne marche pas et du coup, j'étais sur WhatsApp, bon, bah, ça marchait à peu près. Un peu compliqué, mais on est arrivé, à la finalité. Donc ça, c'est pas mal. Cette semaine, on reprend, donc j'espère que ça va bien marcher, mais on reprend du coup, les workshops. Donc lundi soir, 20h workshop sur l'IMO pour ceux que ça intéresse. Donc on va revoir, comment trouver des belles OP et comment monter à des montants conséquents en invest. Le mardi, on se retrouve sur, la reprise de boîte. Donc qu'est-ce que vous pouvez déterminer comme entreprise? Je vais peut-être vous donner, vous faire d'ailleurs des cas d'études, des boîtes sur lesquelles on se positionne aujourd'hui et en quoi c'est intéressant. Et le mercredi, on se fait un petit coup de, solopreneur, donc comment atteindre du 30-50 000 € par mois, en productisant, ses activités de freelance. Donc normalement, cette semaine, on tente, de faire ça. Si ça ne marche pas cette semaine à cause de connexion de mon côté, je vais vous prévenir et on devra annuler ces workshops. Quoi qu'il arrive, la semaine d'après, là, je suis back, à Paris, donc le lundi, 22. En tout cas, on est au taquet et on reprend les workshops. Si vous êtes déjà venu, à chaque fois, j'améliore les workshops, donc avec, par exemple, d'autres localisations pour faire des invests, avec d'autres façons de présenter les choses. Ça vous donne de l'énergie. Franchement, il y a une superbe ambiance. On est souvent entre 30, je crois que mon record, c'était 150-200 personnes, donc franchement, c'est top. N'hésitez pas à venir, vous avez tout ça sur un newsletter, que vous pouvez regarder. Alors aujourd'hui, on est parti du coup sur le financement. Alors pourquoi, je vous reparle de financement aujourd'hui? La semaine dernière, on avait déjà un petit peu évoqué ça. On parle de financement simplement pour, bien pouvoir comparer vos invests et je pense que c'est intéressant, pour l'exercice intellectuel, mais aussi pour que vous compreniez l'importance du cash et l'importance, finalement de réussir à lever de la dette. Quand on fait un investissement, OK, il s'agit de trouver un investissement qui non seulement fait du return, donc par exemple, vous faites du 10 par an par rapport à un montant investi, donc vous mettez, 10 000 €, vous allez faire du 10 par an. Ça, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple en bourse. On va retrouver ça sur l'ETF Monde, sur le S&P 500, sur, si on prend les dernières années, on va retrouver du 10. Alors attention, quand on parle de 10 sur ce type, d'ETF, il faut faire des investissements où on ne verse pas, les dividendes, où les dividendes sont, réinjectés. Donc c'est ça qu'on fait. Donc on a du 10 là-dessus, et après on va pouvoir parler de l'immobilier et à quel point on peut comparer les différents types d'investissements.
Le nerf de la guerre, c'est on se rend assez vite compte que le cash qu'on a disponible aujourd'hui, il est vraiment pas suffisant. Le cash qu'on a, c'est ce qui est le plus important. Si aujourd'hui vous vivez d'un salaire ou même si vous ne vivez pas d'un salaire d'ailleurs, généralement le cash c'est très, très important. Si aujourd'hui vous gagnez 3 000 € par mois, vous arrivez à épargner, allez, 1 500 € par mois parce que vous êtes super frugaliste, c'est très bien, mais vous êtes limité à 1 500 € par mois. Si vous épargnez un peu moins, donc vous avez du 500 € par mois, bon, vous êtes à du 500 € par mois. La problématique, c'est votre cash qui vous coûte très, très cher. Donc il y a un moment, il va falloir réussir à obtenir en fait un gain sur votre cash qui est très important et là, une des façons de le faire, c'est d'utiliser l'effet de levier et du coup d'utiliser la dette. Alors on va prendre un cas très concret de ce qui se passe, alors, appliqué à l'immobilier quand, les taux, changent. Donc là, vous voyez très bien c'est la situation de la France. On a connu plusieurs phases d'évolution de taux. On a connu la phase, principalement à cause de l'inflation. C'est ce qui fait que les banques centrales vont réaugmenter, les taux d'intérêt, pour que les banques, en fait, quand elles vont emprunter auprès de la banque centrale, vont avoir des taux plus conséquents et du coup, elles vont répercuter ces, taux, aux personnes qui veulent emprunter, sur l'immobilier, sur du 10, 20, 20 ans, par exemple. On a un enjeu, là, en ce moment, les taux d'emprunt, du coup, de la France vont rebouger avec la situation actuelle, politique, donc ça ne se stabilise pas, donc on risque de réavoir une augmentation des taux. Et nous, l'enjeu auquel on est confronté, c'est, déjà, est-ce que nos investissements sont toujours intéressants ou pas? Ou sinon, comment ça évolue? En fait, il y a une règle, assez basique pour nous. On est sur des objectifs de rentabilité et des objectifs, pourquoi pas, de cash flow. Donc encore une fois, le cash flow, surtout pour tous ceux d'entre vous qui m'écoutent, calculez toujours un cash flow sans apport et vous allez voir, l'enjeu aujourd'hui. Un cash flow, comment ça se calcule? Vous avez votre loyer, charges comprises, par exemple, vous allez enlever les charges des locataires. Donc les charges de locataires, ça dépend ce que vous faites. Si vous faites, par exemple, de la colocation, dans les charges locataires, c'est vous qui allez payer internet et vous allez mettre dans les charges du locataire internet. Donc il va y avoir, 20 € ou 30 € par mois pour ça. Pareil, c'est vous qui allez payer, l'électricité et le chauffage et vous allez, du coup, remettre ça dans les charges des locataires. Si vous êtes dans un immeuble plus classique avec, un appartement où la personne va prendre son abonnement, électricité, va avoir son abonnement internet. Dans les charges du locataire, il y aura principalement les charges d'entretien, de l'immeuble que vous allez pouvoir remettre pour les locataires ou, les charges d'accessibilité à l'eau, dans certaines régions et cetera. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va essayer de revoir ce cash flow. On a notre loyer, du coup, charges comprises, on va enlever les charges locataires, on arrive à un loyer hors charge, on va enlever les charges courantes. Donc dans les charges courantes, c'est là où généralement, moi, je vais mettre, les, charges de si vous avez internet pour une colocation, si vous alors je vais les retraiter ici, c'est vrai, j'aurais pu les mettre dans les charges locataires, mais en fait, moi, je les retraite à ce niveau-là. Vous allez aussi avoir les charges de l'immeuble de façon générale, donc les charges à chaque fois que vous avez des charges pour un immeuble, vous avez des charges propriétaires, charges locataires. S'il y a des changements à faire de réhabilitation, de structure, voire de toiture sur un immeuble, généralement, c'est plutôt le propriétaire qui va devoir les payer. Après, vous allez avoir la taxe foncière qui généralement, c'est équivalent à un mois, pardon, de loyer. Après, vous allez avoir l'assurance propriétaire, c'est généralement une dizaine d'euros par appartement, par mois. Et après, vous allez potentiellement avoir alors on peut le traiter en charge, ça dépend comment vous voyez, mais vous allez avoir la gestion locative et la vacance locative. Donc là, ça vous fait un cash flow et vous allez avoir, pardon, l'emprunt aussi à enlever et l'emprunt, calculez bien cet emprunt avec, 110 de dette. Alors quand on dit 110 de dette, comme d'habitude, c'est le prix de votre bien, vous allez prendre les travaux, l'ameublement, vous allez prendre les frais de notaire, les frais bancaires. Donc le prix du bien, généralement, c'est, prix de vente, travaux, ameublement, ça va être, votre prix, d'achat, donc vous avez aussi les frais d'agence dedans et donc ça, c'est 100 et les 10 ça va être frais de notaire plus frais bancaires. Frais bancaires, c'est les frais d'hypothèque ou les frais de cautionnement qui sont, généralement, oui, de 2-3 sur un bien et là, ça veut dire qu'on va faire un financement à 110. Alors c'est très important qu'on fasse ça et dans l'exercice spécialement qu'on va faire aujourd'hui parce que on va regarder qu'est-ce qui se passe quand les taux évoluent. Là, je vais même vous faire un cas plus concret, vu que je suis en Russie pour regarder aussi l'immobilier de la Russie et me positionner sur des biens. Je vais vous montrer concrètement, quels sont les impacts du financement. Alors, un bien que moi j'aime bien, c'est des investissements dont les montants, totaux vont être dans les, 200 000 €, donc entre 180 et 240 000 €. Ce qu'on va chercher à faire, c'est des colocations où la chambre se loue 520 € et il va y en avoir 4 dans le logement.
Donc là, on est sur des 80 mètres carrés classiques. On va acheter un 80 mètres carrés où généralement il y a il y a un salon séjour qu'on peut diviser en 2 pour faire une chambre supplémentaire et dedans, donc ça dépend comment vous le faites. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'ai une salle d'eau avec WC dedans et j'ai des WC séparés. Donc là, ça vous fait une belle colocation. Colocation que j'ai, par exemple à Metz, que j'ai à Aubervilliers, que j'ai, principalement Metz-Aubervilliers. Et d'ailleurs, c'est des colocs qu'on continue à faire du coup à Rennes, qu'on continue à faire à côté de Montpellier, à côté de Toulouse, et cetera, qu'on fait un petit peu partout. On en a eu à Maubeuge aussi, et cetera. Donc ça, c'est les types de colocation, qui sont, vraiment pas mal. Si on prend un cas, le cas classique, français, de ces investissements-là que moi j'ai ou qu'on fait de façon générale, on va du coup avoir un coût total d'investissement de 208 000 € en prenant en compte, un coût d'acquisition à 180 000 € et puis les frais annexes. On va aujourd'hui pouvoir emprunter sur 20 ans à du 3. Attention, ça risque d'évoluer dans les prochaines semaines. On a comme petite hausse, des taux d'intérêt. On va mettre 1 € d'apport. On va avoir un loyer, mensuel, de 2 080 €, donc généralement 2 100 €. Et il va nous rester, en enlevant, toutes les charges, donc si on fait un emprunt, sur 20 ans, de 208 000 €, on va, payer 1 154 € de remboursement de mensualité. On va du coup, si je vous fais les trucs rapides, on va encaisser, loyer et charges comprises 26 000 € par an. On va avoir, des frais d'internet, d'électricité et cetera, de 1 333 €, par mois. On va avoir 2 000 € de taxes foncières, 480 € d'assurance, propriétaire et on va avoir 13 849 € de remboursement d'emprunt. Donc bref, on arrive à 515 € de cash flow. Donc ça, c'est le type de bien que moi j'ai cherché. Je vais vraiment chercher à avoir, en cash flow le montant, d'une chambre en colocation. Donc là, c'est 520 € la chambre. Là, j'ai 515 € de cash flow. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des saints grâles que j'aime bien en termes de location. Maintenant, on va regarder ça avec, la Russie. Alors, quand vous faites des investissements et que vous les comparez entre pays, ce qui est pas mal, donc il y a souvent, je pense qu'en France, sur certains types de biens, par exemple les colocations, en fait, on est en avance sur certains usages qui vont arriver dans d'autres pays. Donc les colocations, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup en Russie, mais je pense que ça reste quand même un très bon truc. La colocation, ce qui est bien, c'est, généralement, ça rapporte plutôt bien, ça peut faire du cash flow, mais ça dépend comment vous faites. Après, vous avez effectivement de la gestion, vous avez un de vos colocataires qui risque de partir chaque année et attention aussi à la dégradation, des biens parce que les personnes se sentent, déjà, vous avez plus de meubles, vous avez plus d'équipements. Du coup, quand vous avez plus de meubles et plus d'équipements, factuellement, c'est plus simple de casser quelque chose. Vous avez un plan brut de béton, pour vous casser un canapé qui n'existe pas, ça ne sera pas le cas. Mais par contre, dans vos colocs, vous avez ça et après, vous avez l'enjeu que plusieurs personnes sont au même endroit. Du coup, si vous avez plusieurs personnes, on ne sait jamais qui fait quoi, donc ça peut être un peu embêtant. Donc du coup à Moscou, je suis allé trouver exactement le même type, d'investissement. Alors j'ai tout filmé, je vais essayer de vous faire une vidéo sur YouTube là. J'essaie vraiment de vous faire un espèce de vlog, sur YouTube. Je vais voir ce que ça va donner. J'aimerais bien passer sur ce format-là pour vous montrer un peu ce que je fais concrètement dans ma vie de tous les jours. Je pense que ça va lever beaucoup de fantasmes chez beaucoup de personnes, et ça va être assez intéressant. Puis vu que je fais ça toute la journée, à mon avis, ça peut vous donner pas mal de choses. Donc je suis allé, donc Moscou, je vais peut-être vous faire une vidéo aussi pour vous expliquer à quoi ça ressemble, quelles sont, les différentes zones et cetera et vous faire une comparaison avec Paris. J'ai pas encore tout le knowledge de Moscou, sachant que Paris, Île-de-France et même une grande partie de la France, j'ai quand même une connaissance assez poussée, finalement des quartiers, de ce à quoi ça ressemble et cetera, à force d'avoir fait des investissements un petit peu partout et y être allé. Ici, j'ai pas encore ça. Bref, si on en fait, on peut partir. On va faire déjà un cas qui est faux, mais je vais vous le montrer. Donc en fait, j'ai trouvé le même type, et j'y suis allé, même type de logement, donc le même prix, en fait. On tombe dans des prix à 180 000 € et alors là, on n'est pas sur des 80 mètres carrés. Par contre, on est sur des 110 mètres carrés ou 105 mètres carrés. Pourquoi? Parce que les dispositions sont pas du tout les mêmes à Moscou, en France et qu'à Paris principalement et ça d'ailleurs, c'est un truc assez intéressant. En fonction des pays, on va avoir des modèles, de construction des bâtiments et des modèles de construction, par, période et par époque. Donc ça va concerner non seulement les matériaux qui sont utilisés, mais aussi la disposition, des appartements. Par exemple, Paris est une des villes où la densité est la plus importante au monde. Pourquoi? Parce qu'on a fait des immeubles haussmanniens avec finalement des pièces qui ne sont pas si grandes que ça. On va retrouver des chambres qui peuvent être petites, on va être très condensé dans ces immeubles haussmanniens. On va pas avoir des énormes couloirs et cetera.
Ici et là, je peux vous le dire, c'est assez marrant, pour quand on est à Moscou, on va avoir plutôt des appartements, qui vont être sur des bâtiments, qui vont être des appartements transversants, mais sur des bâtiments assez larges. Alors que nous, généralement, en France, on va soit faire, enfin, c'est assez particulier, soit on va découper l'immeuble pour avoir un accès central et on va avoir à droite des appartements, à gauche des appartements, ils ne sont pas forcément transversants. Du coup, il y aura pas une notion de profondeur et d'étirement, des logements. Là, j'étais dans des logements qui s'appellent, staliniens. Enfin, c'est comme ça qu'ils les appellent ici. Du coup, c'est des logements qui ont été construits en briques, alors kirpi pour ceux qui ont la référence de kirpi en fait en russe, ça veut dire brique. Maintenant vous savez d'où vient, ma boîte, kirpi et du coup ce type de bâtiments sont réputés bien isolés, bien faits, bien construits et cetera. On a la même chose en France, attention par rapport à la génération dont vous achetez les bâtiments. Il y a toujours des tendances et d'ailleurs, je devrais vous faire ça. J'aimerais bien, alors là, ça va me demander beaucoup de recherche, mais de vous faire, en fait, un historique des constructions en France pour vous montrer quels sont les matériaux qu'on utilisait, quelles ont été les normes et surtout quelles ont été les malfaçons effectuées à chaque génération. En fait, à chaque génération, il va y avoir des nouvelles normes qu'on va imposer aux constructeurs et même des accès plus ou moins faciles à certains matériaux. Que ce soit le sable, que ce soit le béton, que ce soit, les armatures métalliques et cetera. Vous avez des crises, ce qui fait que à certains moments, on va plus utiliser tel matériau. Vous avez aussi des tendances, quand il y a eu l'amiante et cetera, qui est en fait un super matériau, mais qui est vraiment enfin qui est vraiment beaucoup de conséquences négatives pour l'être humain, mais de l'autre côté, c'était un truc, révolutionnaire quand on l'a mis en place et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne effectivement très, très bien. En gros, tout ce que je veux vous dire, c'est que là, on se retrouve, dans un appartement. Ce 1er exercice est faux parce qu'on n'a pas les fameux frais de notaire de l'ordre de 8 qu'il y a en France, on les a pas en Russie. On a un petit peu de frais qui peuvent être des frais qu'on va utiliser pour vérifier que les documents sont bons. Du coup, si on prend on va faire le même investissement, donc on regarde exactement les mêmes chiffres que ce que je vous donnais avant, sauf qu'on va passer à du 20 sur 20 ans. Donc l'investissement en Russie, effectivement, on va arriver à on a du 20 aujourd'hui, de taux d'investissement sur 20 ans et ça change beaucoup de choses. Alors pourquoi on a du 20 aujourd'hui? Principalement, c'est comme, ce qu'on a eu en Europe, c'est pour contrer, l'inflation. Simplement pour contrer l'inflation, qui existe aujourd'hui. Donc là, l'inflation a un peu rebaissé, donc le taux, directeur de la banque centrale, russe va passer à 17 ou est passé à 17 d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Donc là, on a un enjeu, on est sur du 20. Donc au lieu de rembourser 1 150, 4 € pour un investissement, coût total de 208 000 €, là pour 208 000 € sur 20 ans, on va avoir 3 500 € de remboursement. Donc là, vous vous rendez compte de la différence de l'ampleur. Pour vous donner un petit peu de perspective, ce qui veut dire qu'en Russie, quand vous empruntez 197 000, alors là, je vous ai mis 197 000, ça c'est le cas qu'on verra juste après. Quand vous empruntez 197 000 en Russie, vous allez avoir un remboursement total sur une période de 20 ans de 800 000 €. C'est-à-dire pour emprunter 197 000, vous allez rembourser 800 000 €. Ça veut dire que vous avez 606 000 € d'intérêt. Pour l'équivalent en France, alors avec 197 000 à 3 sur 20 ans, pour que vous ayez, l'ordre de grandeur, vous allez rembourser en tout, 262 000 € avec 65 000 € d'intérêt. Donc là, on passe de 65 000 € d'intérêt. En fait, on paye 10 fois plus d'intérêt quand on rembourse à du 20. Donc on arrive sur des sommes vraiment importantes. Du coup, sur cette opération, donc là, aujourd'hui, je veux répliquer exactement ce que je fais en France, hein. Donc là, en plus, j'ai gardé, les mêmes frais de notaire. Alors, bon, on va les retirer parce que c'est pour ça qu'on passe à 197 000 après, parce que les frais de notaire n'ont pas lieu ici. Mais disons, rester à peu près simple, sur un bien qui est quand même très rentable en France, enfin qui nous fait du 515 € de cash flow, là, ici, on va avoir du moins 1 900, moins 866 € de cash flow. Donc on se rend compte que l'accès à la dette, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer ici, parce que là, on a des cas, bon, un peu des cas extrêmes, mais la façon dont vous financez votre bien va avoir un impact énorme sur votre cash flow. Donc encore une fois, nous, ce qu'on cherche à faire au maximum, quand on fait de l'investissement locatif, c'est d'investir sur du très long terme, donc du 25 ans. Alors il y a même du 30 ans à un moment et de l'autre côté, on va chercher à, mettre un maximum de dettes dessus. Par contre, on se rend compte que ça fonctionne seulement, enfin ça a un impact direct si les taux, d'emprunt sont plus élevés. En faisant ces calculs-là, vous pouvez regarder et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé, vous savez, moi, je vous ai toujours encouragé à faire beaucoup d'IMO. Quand les taux étaient à 1 en France et qu'ils sont passés à 4, je me suis demandé quel devrait être l'impact, en fait, sur le prix, de l'immobilier pour qu'on puisse avoir le même cash flow. Moi, ce que je me dis, c'est que je veux le même cash flow, peu importe, le taux, d'emprunt et d'ailleurs, ça, c'est une vision purement investisseur.
C'est pour ça que normalement, dès qu'on a une augmentation des taux d'emprunt, on a un impact direct sur la valorisation du bien. Ce qui s'était passé à l'époque, pour que je puisse garder du coup, encore une fois, disons un investissement à 200 000 € pour avoir 500 € de cash flow, on avait une augmentation de 1 à 4,45 de taux d'intérêt. Eh bien, il fallait que j'augmente mes loyers de 30 ou il fallait que je diminue, le coût d'acquisition de mon bien de 30. C'est une fraction. Alors soit j'augmente ce qui est au-dessus, soit je diminue ce qui est en dessous par le même, ratio pour que ça puisse rentrer. Donc là, il y a vraiment un changement de 30. Maintenant, on va se poser la question avec Moscou. Alors déjà, j'adapte un tout petit peu mon modèle. Il n'y a pas, ces 14 000 € là, dans ce cas-là, de frais de notaire. Donc quand vous faites de l'investissement à l'étranger, c'est aussi pour ça, que je vous fais ce modèle-là, il y a plein de choses qui peuvent évoluer, dont, les frais de notaire, les impôts. Donc ça, généralement en France, on est quand même dans les taux les plus importants. Pareil sur des frais de transaction, frais de notaire, généralement c'est moins dans les autres pays, mais encore à vérifier. Il y en a toujours un peu, mais moins. Toujours un peu, en fait, ça dépend. Du coup, là, moi, j'ai simplement diminué, les frais de notaire de 14 400 € à 4 000 € pour ajuster un petit peu plus. Ça fait une différence de, 10 000 €, pour faire ça. Donc, dans le cas de différence de 10 000 €, ça change pas grand-chose. La seule chose que ça change, c'est au lieu d'avoir un cash flow négatif de 1 800 €, on arrive à un cash flow négatif de 1 700 €. Donc maintenant, je vais me dire: OK Victor, ça c'est le type d'invest que tu maîtrises bien. Comment tu peux t'adapter pour que ça fonctionne ici, en Russie? Il faudrait que tu achètes à combien finalement ton logement pour retomber, sur l'investissement? Et là, il y a 2 choses qu'on peut faire et après on va parler d'un autre ratio qui est intéressant. Soit j'achète moins cher mon logement, soit je me dis que je vais mettre de l'apport et que je vais mettre beaucoup d'apport pour faire, finalement mon investissement et là, on va reparler de l'impact de l'apport. Donc, je fais mes calculs. Au lieu d'acheter le bien 180 000 € pour que je retombe à mes 520 € de cash flow, il faut que je l'achète 50 000 €. Donc là, j'ai pas fait le calcul, mais vous voyez, c'est plus de 60 moins cher. Non, c'est 72 moins cher. Donc il faut que je fasse une négo de 72. Bon, en réalité, je crois, jamais fait de négo sur de l'IMO à 72. Il faudrait vraiment que je vous garde mon historique de négo. Est-ce que c'est possible? Alors là, en l'occurrence, les personnes qui sont en train de vendre, donc il y a une vraie crise, du logement, de la même façon en Russie. Il y a quand même eu des biens qui ont fait fois 2, même fois 5 dans certains endroits. On est quand même alors un peu compliqué, j'aimerais bien réussir à récupérer des informations, mais la Russie donc c'est beaucoup plus c'est un univers beaucoup plus complexe, que la France. Pourquoi? Parce que, enfin c'est comme s'il y avait plein de pays et cetera. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à Moscou, quelqu'un qui est vendeur, bah, voilà, je peux vous donner des chiffres et on pourra comparer aussi avec Bali. Quelqu'un qui est vendeur à Moscou va gagner 1 200 € par mois. Ça, c'est, ce que va gagner, une personne à Moscou en tant que vendeur. Donc là, on arrive, dans mais va travailler ah oui, alors, va être vendeur, alors et après il y a plusieurs je pourrais parler de droit du travail à Moscou qui est assez intéressant et de l'autre côté, par exemple, un vendeur à Bali, va gagner 300 à 500 € par mois. Donc là, vous voyez déjà le différentiel entre les 2, ça vous donne une petite indication. Après à Moscou, là, il y a aussi eu pendant cette période le fait que les moscovites, sont entrés dans une économie de guerre et il y a eu besoin d'avoir, donc il y a beaucoup de personnes qui sont parties, à l'armée et il y a aussi besoin de faire fonctionner les usines pour, faire enfin construire des obus et cetera et même, être dissuasif. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que finalement on s'est retrouvés avec moins de capacité, de personnes pour travailler. Du coup, il y a eu beaucoup de demandes pour recruter des personnes. Du coup, il y a eu une inflation des salaires qui est arrivée. Avec cette économie où finalement beaucoup d'argent a été réinjecté dans des parties spécifiques de l'économie, on s'est retrouvé avec une inflation assez importante. Donc une inflation, on était entre, je crois, 10 et 20 d'inflation. Du coup, pour contrôler ça, il a fallu, effectivement augmenter les taux d'intérêt. L'impact ici, c'est que le coût de la vie a grandement augmenté, pour les populations générales, un peu compliqué, mais ça a aussi fait une augmentation, des richesses, concentrées dans certaines personnes. Donc là, par exemple, je vous en ferai un épisode aussi, ce qui peut être assez intéressant pour qu'on challenge un peu tout ça. J'ai regardé des appartements à acheter luxe. Donc là, je suis dans du luxe, à Moscou et j'ai visité des apparts qui sont, enfin des apparts en construction. Donc je vous donnerai aussi, le détail de pourquoi dans certains pays la construction est plus intéressante que potentiellement en France et j'ai visité des apparts qui sont dans du 30 à 70 000 € du mètre carré. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ici en plus dans la construction, ils font des choses, un peu différentes, enfin, je pense que c'est plutôt le luxe. Pour vous réussir à avoir 4 chambres
Si vous voulez avoir, non 5 chambres pardon, si vous voulez avoir, 4 enfants et vous être en couple, ça coûte 10 millions quoi. Ça coûte 10 millions dans la nouvelle construction. Je vous montrerai ça. J'y vais demain matin. Normalement, je vous refilmerai, tout ça pour que vous ayez un petit peu d'éléments. Donc ici, on se rend compte que si on veut réobtenir le même cash flow, et en ne changeant que le prix d'achat, il faut qu'on fasse 72 de négociation ou sinon l'autre élément, c'est on va garder le même prix, donc 280 000 € aujourd'hui et on va mettre du 130 000 € d'apport. Si on met du 130 000 € d'apport, donc ça revient au même, hein, ça revient à finalement, avoir un prix de base de 50 000 €, c'est juste qu'on met de l'apport. Là, on arrive à notre cash flow. Alors vous vous rappelez, quand on fait de l'apport, par exemple, si dans ce cas-là, en fait, on fait 130 000 € d'apport, la seule différence qui est en train d'être faite, c'est pour ça qu'il faut calculer tous vos investissements sans apport. Si on fait un investissement sans apport, on a moins 1 690 € de cash flow et en fait, pour combler ces moins 1 600 € moins en fait, on va faire, nous, ce qu'on veut, c'est tous les mois avoir 520 €. Donc on va faire la différence de l'un et l'autre. La différence de l'un et l'autre, donc moi, je veux ça moins ça va me faire du 2 200, € par mois et du coup, si on fait 2 200 € par mois fois 12 fois 20, fois 12 fois 20, ah ouais, ça va pas être ça exactement le calcul, mais en gros, c'est ce différentiel-là, on va le retrouver, finalement dans notre apport. Alors ça va pas être exactement le même calcul. Pourquoi? Parce que là, vu qu'on a des taux d'intérêt excessivement importants, vous vous rappelez, donc le fait qu'on mette de l'apport, ça va quand même grandement diminuer. Vous vous rappelez, vu qu'on là aujourd'hui, si on emprunte 197 000 € sur 20 ans à 20 par an, on va avoir 600 000 € d'intérêt. En fait, nous, on va chercher à combler du coup la différence mensuelle entre, 1 800 €, enfin 1 690 € et 519, mais il y a quand même la notion de si on met, 130 000 € d'apport, on n'aura pas d'intérêt sur les 130 000 € qu'on met. Donc on a ce premier élément, là, c'est une première analyse, mais il y a une deuxième analyse qui est assez intéressante dans les investissements, c'est de regarder le taux de rendement interne. Donc le taux de rendement interne, c'est en gros réussir à comprendre combien de pourcents vous allez prendre chaque année pour votre investissement. C'est vraiment simple quand vous faites, de la bourse. Si vous faites de la bourse, par exemple, avec un ETF monde, ce qu'on fait généralement en bourse, c'est qu'on va investir tous les mois la même chose. Donc disons que là, vous investissez 1 000 € chaque mois. Vous allez mettre 1 000 € chaque mois, ce qui fait que chaque année, vous allez avoir un flux négatif de trésorerie de 12 000 € qui partent dans votre investissement, dans votre ETF. Une fois que vous avez investi, alors là, je le fais en annuel, hein, on peut le faire en mensuel, c'est mieux d'investir enfin, tous les mois pour avoir, faire de la rentabilité de votre investissement tous les mois, mais là, je le fais en annuel. Donc vous investissez 12 000 € par an. Du coup, au bout d'un an, vos 12 000 € vont prendre 10 donc vos 12 000 € vont se transformer en 13 200 € et vous allez recommencer chaque année à avoir un flux négatif finalement de 12 000 € parce que vous investissez 1 000 € par mois. Donc ça, c'est assez classique, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font. Donc chaque année, vous avez moins 12 000, ça c'est le flux qui sort, ça sort chaque année. En même temps, vous avez sur votre capital du coup qui est investi, vous allez gagner du 10 par an. Là, ce qu'on va faire comme calcul, c'est, si vous utilisez par exemple Google Sheet, on va mettre tous les flux. Donc vous allez avoir du moins 12 000 chaque année, ça va être tous vos flux, jusqu'à l'année, 15 si vous faites sur 15 ans et à l'année 15, vous allez avoir les moins 12 000 de l'année 15 et vous allez rajouter ce que vous avez, comme capital avec intérêt. Là, dans notre exercice, on va se retrouver au bout de 15 ans à 420 000 € d'investissement, donc capital plus intérêt et on va du coup, retraiter les 12 000 € de flux, négatifs. En gros, ça va nous faire 407 000 €. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le taux finalement de return qu'on a là-dedans. Et là, on va utiliser la formule IRR. On peut sélectionner du coup toutes les cases, donc les moins 12 000 sur 14 ans et la dernière année, 407 000 € de positif. Et là, bien sûr, on a un IRR de 10. Voilà, c'est simple. Donc en fait, le taux de rendement interne est de 10. Maintenant, on va se poser la question avec l'immobilier. Donc on se rappelle, hein, par contre, rappelez-vous, le taux de rendement interne de 10 par exemple, ce que ça veut dire concrètement. Donc là, attention, parce qu'il y a les petites notions quand même de, on parle pas de 2 choses, enfin, on parle pas de 3 trucs, qui peuvent être conséquents. Là, on n'est pas en train de parler des frais que vous avez sur, la gestion de vos ETF. Donc par exemple, si vous avez des frais supplémentaires en mettant ça dans une assurance vie, par exemple, attention aux assurances vie qui sont, globalement, chargées, même quand vous êtes à 0,9 d'assurance vie, finalement, vous êtes plus chargé que quand autre chose. Ou pareil, quand vous êtes dans votre PEA, potentiellement, vous pouvez être chargé, mais un peu différent. Autre élément, on ne prend pas en compte les impôts. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez sortir vos 430 000 €? Est-ce que vous allez payer des impôts? Il y a plein de trucs en France où globalement on paye 30 d'impôts à ce moment-là. Il y a d'autres systèmes, par exemple des crédits lombards, on peut éviter ces choses-là en faisant des crédits, etc. Troisième truc,
vous allez, là, on prend pas en compte l'inflation aussi. Donc, attention parce que dans le temps, l'inflation, du coup, vaut 420 000 € dans 15 ans. Ils n'auront pas la même valeur que vos 420 000 € aujourd'hui. Et là, on va quand même faire globalement un petit exercice. Si vous voulez gagner rappelez-vous, du 3 000 € par mois, donc vous voulez, comme cash flow du 3 000 € par mois. Par an, vous multipliez par 12, il vous faut du 36 000, donc par an. Et après, vous avez du coup, ici, on a un return de 10. Donc si on a un return de 10, combien on doit investir pour toucher, 36 000 par an? Il faut un capital de 360 000. C'est ça que ça veut dire. Vous vous rappelez, c'est la fameuse, règle des 4. On applique la même chose, mais avec 4 parce que 4 prend en compte un certain type d'inflation et prend en compte un return, qui est basé, sur un portefeuille entre obligations qui sont censées être, sans risque et actions où on est censé avoir du risque. Attention parce que là, vu dans le monde dans lequel on évolue, on se rappelle, obligations grecques, c'est un peu disparu. Là, la France, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais potentiellement ça peut, il peut y avoir une crise et puis on peut dire à un moment qu'on ne remboursera pas. Bon, s'il y a ça, à mon avis, il y aura beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, si vous êtes un peu expert de la Grèce, moi j'aimerais bien faire une étude poussée aussi, de qu'est-ce qui s'est passé en Grèce quand il y a eu la crise pour que nous, on soit en capacité de choper les opportunités. Rappelez-vous, hein, à chaque moment, il y a des opportunités. Effectivement, pour, ceux d'entre nous qui sont comme moi, si demain il y a une crise un peu sur l'immobilier, qu'on va perdre temporairement, tant qu'on n'a pas besoin de vendre, attention, on va perdre temporairement 20-30 de notre patrimoine. OK, bon, même plus, OK, ça arrive, bon voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il y a cette perte de capital, il y a quand même plein d'opportunités à côté. Et là, il faut qu'on soit en capacité d'aller les choper. Et je vais essayer de voir si, je peux pas avoir un économiste, grec ou un gars qui a ça. D'ailleurs, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on regarde vraiment quelles étaient les opportunités à choper en Grèce. Il faudrait que je regarde aussi ceux qui ont fait de l'argent en Grèce. Donc si vous avez fait de l'argent en Grèce, quand il y a eu la crise, que ce soit avec, de l'IMO à Athènes, que ce soit avec des business et cetera, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il faut en fait, à chaque phase et à chaque évolution, il y a toujours des opportunités à choper. Nous, il faut juste qu'on soit en capacité de choper ces opportunités. Donc rappelez-vous toujours du cash, il vous faut toujours du cash et toujours de l'énergie. Et aussi d'éviter, il faut travailler pour, ne pas trop ressentir, les chutes quand vous les avez. Ça, je vous en ferai un épisode dessus, de ce qui m'est arrivé pendant le covid ou ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, à plusieurs reprises sur différents invests. Du coup, là, on retient qu'il nous faut 360 000 € si on a du 10 de return par an. Moi, ce que je veux regarder, c'est finalement quel est mon taux de rendement, interne sur mes différents investissements en immobilier et là, on va voir l'impact de la dette. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est surtout quand on a peu de cash et quand on a peu d'argent, on a besoin d'avoir des, taux de rendement interne hyper élevés. Je vous redonne un petit exemple. Là, si on est à 10, pour avoir 3 000 € par mois, il faut, avoir du, 360 000 € d'invest. Si on est à 4, il faut avoir du 1 000 000. Il faut investir 900 000 €. Si vous investissez 900 000 €, vous touchez 3 000 € par mois. Et là, maintenant, si vous êtes à 1, il vous faut du 3,6 millions. Alors, je vous ai pris ces exemples-là, mais pas au hasard. Le 1 de return sur le capital investi, hem si vous achetez un appartement à Paris centre avec, assez conséquent et cetera, si vous prenez en compte les impôts, si vous prenez en compte, les mises aux normes énergétiques et cetera, c'est possible que votre investissement soit en négatif de 1 et de 2, c'est possible qu'on soit dans les 1. Généralement, on va dire qu'on est dans du 4, mais attention parce que dans les 4, il y a des frais cachés dont on ne parle pas. Quand vous lisez, par exemple, Le Figaro, vous lisez, je sais pas, ouais, c'est souvent Le Figaro qui va sortir ou Revenu qui vont vous dire: «Voilà, un investissement à Paris, on est dans du 4 et cetera». Sauf que regardez bien ce qu'on vous donne, comme calcul et ce que c'est exactement. Est-ce qu'on vous dit, est-ce que c'est le loyer sur le coût tota est-ce que c'est le loyer sur le prix d'achat du bien? Simplement, est-ce que c'est le loyer sur le prix d'achat du bien plus les frais de notaire? Est-ce que c'est le loyer sur le prix d'achat de tout ça, plus les travaux que vous êtes censé faire pour l'énergétique? Est-ce que c'est un loyer, moyen ou est-ce que c'est un loyer hypothétique parce que vous louez à 100? Attention à tous ces trucs-là, parce qu'en fait, vous êtes obligé, c'est ça qui est un peu pénible, vous êtes obligé de refaire les calculs pour bien comprendre. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait du 10, du 100, du 1000, je sais pas quoi, malheureusement, on est obligé de redescendre dans le détail et moi le premier, quand je fais des posts sur LinkedIn, généralement, je vous mets des pourcentages, du 10-20 ou je sais pas quoi. Après, il faut redétailler et voir exactement de quoi je parle. Est-ce que je prends des trucs qui m'arrangent pour que ce soit marketing ou est-ce que je fais vraiment un calcul de cash flow plus patrimoine et cetera? Donc il y a tous ces enjeux. D'ailleurs, on va revenir sur le cash flow plus patrimoine. Donc attention, donc par exemple, si vous voulez faire des invests à Paris et que finalement, avec, toutes les charges, tous les impôts, vous allez faire du 1 par an, si vous voulez gagner du 3 000 € par mois, il va vous falloir 3,6 millions d'invest. Donc, en fonction du return que vous avez chaque année, il va falloir plus ou moins mettre d'argent. Nous, on se rappelle de quelque chose.
c'est, grosso modo, on est fauché. On est fauché pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas assez de cash pour pouvoir avoir, tous les mois ce qu'il vous faut, en investissant à du 4 par exemple, ça veut dire que vous êtes fauché. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si par exemple, on va faire un calcul rapide, vous voulez du 10 000 € par mois, parce que 10 000 € par mois, c'est quand même pas mal. Alors c'est pas mal pourquoi les 10 000 € par mois? Parce que ça vous permet, grosso modo, de vivre un peu partout en France et d'avoir accès alors ça dépend de combien vous avez d'enfants et cetera, mais en gros, alors c'est soit, bon 10 000 € pour un couple en France, ça peut être pas mal, mais attention, vous n'avez pas accès à tout. Je pense que si vous êtes une famille, en fonction du nombre d'enfants, si vous voulez avoir une vie, quand même assez aisée, assez sympa, que vous avez 2-3 enfants, il faut du 20 000 à 40 000 € par mois. Je sais que ça peut sembler conséquent, je vous ferai en fait, il faut vraiment que je vous fasse aussi le détail du coût par famille et de ce que vous pouvez faire en fonction de votre ambition financière. Là, je vous parle de quelque chose, vous mettez vos enfants, vous pouvez partir au ski si vous voulez, vous mettez vos enfants dans du privé, vous avez des aides à la maison pour, vous aider à gérer les enfants et cetera, quand vous habitez à Paris où les prix sont quand même, assez importants par rapport au reste de la France. Mais ne faisons pas dans le populisme ici. Donc si vous voulez du 10 000 € par mois, par an, ça vous fait du 120 000 €. Et là, on va prendre en compte le return à 4. Le return à 4 est pas mal. En réalité, votre return à 4, ici, il prend en compte une inflation et il prend en compte aussi les impôts. C'est possible, avec les investissements dans le S&P 500 ou l'ETF Monde d'arriver à un 7 plutôt qu'un 4. C'est-à-dire qu'on va être full investissement, ETF, monde ou S&P 500 et on va avoir du 6 en prenant en compte de l'inflation et des impôts. Donc on peut être dans du 6. Là, j'ai mis 4, on est un petit peu conservateur, sachant que des personnes d'ailleurs qui sont dans les FIRE, utilisent plutôt du 3 comme taux d'actualisation à la place du 4. Ils sont encore plus conservateurs. Du coup, dans notre cas, il va nous falloir 3 millions d'euros. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que tant que vous n'avez pas 3 millions d'euros sur, votre compte bancaire, votre compte titre, votre compte bourse là, placé pour vous faire gagner vos 10 000 € par mois, vous êtes fauché. Alors ça veut dire quoi être fauché? Ça veut dire que vous êtes, alors j'utilise à chaque fois des termes, si mon père m'entendait, il me dirait: «Ah Victor quand même, il faut temporiser et cetera». Non, en fait, j'essaie de vous faire intégrer quelque chose de très direct. C'est voilà votre ambition. Voilà votre ambition et tant que cette ambition n'est pas atteinte, en fait, vous n'avez pas assez de cash pour faire des folies. Voilà, c'est ça le truc et ce que je veux dire pour ça, c'est qu'on va devoir monter à 3 millions d'invest avec le peu d'argent qu'on a aujourd'hui. Le peu d'argent qu'on a aujourd'hui, si vous gagnez 3 000 € par mois, que vous mettez 1 500 balles de côté, vous avez 1 500 balles de côté. C'est ça votre capacité, ce qui veut dire un peu plus de 15 000 €, entre 15 et 20 000 € par an. Vous n'avez que 15 et 20 000 € d'accessibles par an. Ce qui fait que si vous voulez atteindre dans un horizon de 5 ans, 10 ans, 3 millions d'euros, vous vous rendez compte qu'avec 15 000 € par an, il va falloir aller chercher des pourcentages hallucinants. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire comme calcul. C'est se dire, là, par exemple, vous avez du, 15 000, donc vous avez du, 1 500 € par, mois, fois 12, ça vous avez dix-huit mille par an. 18 000 par an, votre objectif, c'est par exemple, on va plutôt mettre, ouais, en 5 ans, alors en 5 ans, ça va être, hardcore, hein. En 5 ans, on veut savoir quel est, du coup, le taux de rendement interne, qu'on doit, avoir chaque année pour réussir à atteindre notre objectif. Donc là, je vous le fais rapide en le temps que je vous parle. Donc là, j'ai mis du 1 000 par an. À mon avis, on ne doit pas être loin du 1 000 par an pour réussir à atteindre notre objectif. Donc là, on continue. Alors 1 000, c'est peut-être un peu bullish. Est-ce que je suis très ah ouais, je suis très, très bullish moi. On va mettre du 100 par an. Alors 100 par an, ça marche pas. Alors si on a du 100 par an, hop, il faut juste que je refasse ça, plus ça. On va juste regarder. Alors, c'est très rare que je fasse des trucs en live pendant les podcasts, mais bon, on est ensemble, on apprécie faire ça. Donc si je me trompe pas dans les calculs, si on fait du 100 par an, donc vous allez chaque année remettre, du coup votre épargne de 18 000 €. Si vous faites du 100 par an, on va arriver à du 1,6 million en 5 ans. Donc là, on n'est pas très loin. Donc je pense que si on est dans du 200 c'est beaucoup trop. Si on est dans du 150 par an, non, 130. Donc en gros, votre objectif, ça va être de faire, hop, bah, c'est ça va être de faire du 120 par an. Du coup, là, vous avez pas le choix. Aujourd'hui, si en 5 ans, vous êtes dans cette, capacité à avoir 18 000 € par mois. Alors, il faudrait que je vérifie si, j'ai pas fait de conneries dans mes calculs, mais j'ai l'impression que c'est bon. Il faut aller chercher du, 120-130. Il faut aller chercher du 130 par an.
Donc vous vous rendez compte qu'entre du 10 qui est proposé par la bourse, nous, on doit aller chercher du 130. Comment on fait pour aller chercher du 130? Et là, c'est la transition justement sur cet effet de levier et ce qu'on peut faire avec de la dette. Là, si on fait cet investissement en France, donc de 200 000 €, d'un bien immobilier et ce bien immobilier, il nous fait 500 € de cash flow et on emprunte la totalité. Donc on est dans le cas français, on a du 3 sur 20 ans de financement, on a un cas où on a des frais de notaire et on a un cas où on fait du 110 de dette, c'est-à-dire qu'on emprunte la totalité, on met 1 € d'apport si vous voulez. On a 2 façons de voir les choses. On a une façon déjà, qu'est-ce que vous allez gagner et comment vous allez vous enrichir? Toujours 2 façons en immobilier. La première façon, ça va être du cash flow, la deuxième façon, ça va être du patrimoine. Il y a une partie du remboursement que vous allez effectuer tous les mois qui va être votre patrimoine que vous allez pouvoir, que vous avez concrètement. Alors attention encore une fois, parce que le système est bien fait, il y a des et moi je trouve ça hallucinant qu'on arrive dans une complexité telle, sur votre patrimoine généré en fonction de comment vous avez fait l'acquisition du bien, vous allez plus ou moins avoir des impôts. Le pire des cas que vous pouvez avoir, grosso modo, sur, le patrimoine que vous allez générer, c'est du 50 d'impôt. Si vous le faites bien, vous avez 0 d'impôt. Heu, donc là, pardon, ça peut être de la détention, par exemple, en nu ou de la détention en LMNP sur du 25 ans, vous avez, 0 d'impôt, donc 0, impôt sur le revenu et 0 prélèvements sociaux. Alors vous avez plusieurs types d'impôts. Bon, c'est un peu plus compliqué quand on prend tous les cas, mais bref, vous pouvez avoir 0 d'impôt sur votre patrimoine. Mais si vous le faites, par exemple, dans des SCI à l'IS, à la fin, vous allez vous retrouver avec du 50 d'impôt. Et même potentiellement ouais, du 50 d'impôt sur ce que vous allez, avoir. Bon, là, moi, je le fais dans le cas où on a 0 d'impôt. Donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est en fait, on va se retrouver, si on prend notre taux de rendement interne de tout à l'heure, on va se retrouver à avoir un flux, donc vous allez mettre 1 €, donc un flux négatif de 1 € et après chaque année, on va se retrouver avec un flux concret de 6 177 €. En fait, c'est votre cash flow que vous allez toucher, chaque année. Votre investissement, vous versez 6 177 € par an, alors que vous avez mis 0 de votre vous avez mis 1 de votre poche pour faire l'opération. Et à la fin de la période, vous allez toucher non seulement votre cash flow annuel, plus, la vente du bien et moi, j'ai pas fait d'évolution sur le prix du bien. Alors attention, tous ceux d'entre vous qui vont regarder des analyses, des clés en main, d'ailleurs je devrais vous en faire, je pense que je vais en faire sur YouTube direct. Alors les mecs, ils vous mettent de l'apport pour vous calculer le cash flow, ils vous mettent du 20-30. Alors ce qui est normal parce que quand vous passez par eux, vous êtes obligé de mettre de l'apport, mais ils vous mettent du coup un cash flow qui est totalement délirant par rapport, à l'apport et en plus de ça, ils vont vous mettre dans certains endroits, ils vont vous dire que votre bien va prendre du 5 à 10 de valorisation par an et en plus, ils vont dire que la valeur du bien, donc c'est la valeur du bien acheté, donc 100 000 balles par exemple et les 100 000 € de travaux que vous allez faire avec eux. Donc ils vont dire: «Le prix initial du bien, c'est 200 000 €», ce qui est une énorme connerie, hein. Si, je vous dirai pourquoi après et après ils vont vous mettre du 5 de prise de valorisation, ce qui fait que votre bien à 200 000 balles, à la fin, vous allez le revendre 450 000 € dans 15 ans ou dans 20 ans. Bon, moi je veux bien être très bullish sur plein de trucs. Après, il faut faire très attention parce qu'ils vont dire du coup, ils vont calculer un taux de rendement interne à 15-20. Ils vont dire: «Voilà, vous avez gagné 15-20». Bon, moi perso, je ferai jamais ça. Déjà, recalculez votre cash flow en mettant pas d'apport, merci. Deuxième chose, ne faites pas de la valorisation de votre bien, enfin soyons à peu près réalistes, ne valorisez pas la prise en valeur de votre bien par rapport, à votre bien plus travaux. Généralement, quand vous avez un bien, que vous mettez 100 000 balles de travaux, c'est que votre bien, alors déjà, il y a un bout qui va être pour bien l'exploiter en colocation. Du coup, si vous avez, 30 000 balles ou 50 000 balles de travaux qui vous permettent d'avoir un logement bien exploitable en colocation, en fait, ces 50 000 balles de travaux, généralement, c'est quelque chose que vous allez devoir refaire dans 25 ans, donc ça n'existera pas. Donc ce n'est pas ancré dans la valeur du bien aujourd'hui et le reste, c'est souvent parce que le bien a besoin de rénovation. Donc à la limite, si vous voulez faire quelque chose, on peut être OK sur du 3 à 5 de prise de valorisation annuelle potentiellement et attention, regardez bien le prix de l'immobilier, comment ça évolue. Donc moi, je serais plutôt sur des taux un peu inférieurs, ça dépend de la zone et surtout sur le long terme et deuxième chose, ne, mettez pas le prix plus travaux. Faites-les déjà sur 50 du prix, avec juste le prix d'achat. Déjà, ça, c'est beaucoup plus réaliste. Donc faites attention à tous ces trucs-là. Donc là, dans notre cas, on se retrouve, avec un bien, quel est notre taux de rendement interne? Du coup, combien ça nous rapporte? Donc on a vu tout à l'heure avec, l'ETF Monde qui fait du 10 par an de performance, on a du 10 par an de taux de rendement interne. Ici, on va être dans du 617 000 de taux de rendement interne. Vous vous rendez compte? En fait, on a un taux de rendement interne qui est tellement important et c'est pour ça qu'on fait de l'immobilier avec du leverage, que c'est hallucinant. C'est-à-dire que ce que vous allez gagner en faisant ce type d'investissement, vous allez, voilà, vous faites 10 on va faire 10 10 on va faire ça, vous faites
61 000 fois, ce que vous avez, sur de la bourse. Donc ça, c'est intéressant. Si en plus de ça, on prend en compte le remboursement du patrimoine, alors là, attention, quand vous faites ce genre de calcul, je vous donne un petit tip aussi parce que c'est pas forcément, très simple. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a regardé concrètement quand vous remboursez tous les mois, parce que il faut donc vous avez 2 façons de gagner de l'argent, vous avez votre cash flow, puis vous avez aussi votre, génération de patrimoine. Donc on a dit: «Attention sur la génération de patrimoine parce que quand on revend bien, potentiellement, on peut avoir des impôts». Donc si vous faites votre simulation, que vous faites votre simulation avec de la SCI à l'IS, n'oubliez pas que quand vous allez vendre le bien, votre bien, il va être amorti. Donc si vous avez un bien de 100 000 €, il va être amorti il va être amorti à 80 000 €. Et du coup, si vous le revendez 100 000 €, vous allez avoir 80 000 € de plus-value. Sur ces 80 000 € de plus-value, vous allez payer grosso modo l'IS, donc l'impôt sur la société avec les 2 seuils, plus après, si vous voulez sortir l'argent pour le verser à vous-même, le PFU, donc 30. Donc l'IS, on va avoir du 15 ou du 25. Donc disons 25% plus 30, vous êtes à du 45. Pardon, vous êtes à du 55. 3, 4, 5, 55% d'impôt. Donc en moyenne, je pense que vous allez être dans du, ça dépend de votre bien, ça dépend de la valeur et ça, vous allez être dans du 50% d'impôt, voire 45% d'impôt. Donc attention à ça. Quand vous remboursez, tous les mois, la question que vous devez vous poser, c'est là, on rembourse tous les mois 1 154 €. Il y a combien de ces 1 154 € qui sont dirigés vers des intérêts et combien qui sont dirigés vers du remboursement de, capital? Quand on fait un investissement, vous vous rappelez votre tableau d'amortissement classique. Là, si on prend, un cas comme celui-là, vous allez avoir, un remboursement, grosso modo, vous allez avoir 60 du remboursement aujourd'hui. En fait, ce qui varie, c'est en début de remboursement, vous avez forcément plus de capital. On rembourse d'abord le capital, on rembourse d'abord les intérêts de la banque et après on rembourse le capital dans le temps. Dans votre première mensualité, vous allez avoir une portion des intérêts qui est très importante. Quand on est dans du 3 du coup sur 20 ans, on va avoir, grosso modo on va avoir du 40 d'intérêt. Donc quand vous remboursez 1 000 €, vous allez à rembourser, 400 € d'intérêt et 600 € de capital. Ça, c'est quand on est dans du 3. Par contre, quand on est dans du 20, on va se retrouver à rembourser 90-95 d'intérêt au début. Donc c'est ridicule, hein. Au début, par exemple, là, dans le cas qu'on va voir juste après, quand vous remboursez 3 346 € d'échéance avec du 20 d'intérêt, vous allez rembourser en capital 63 €. Vous imaginez, hein, vous faites un virement à la banque de 3 346 €, vous avez 63 € de capital et vous avez 3 283 € d'intérêt. Vous imaginez le truc? Ça, c'est ouf. Alors d'ailleurs, ce que je vous dis là-dessus, pour ceux ils se disent, enfin, il y a plein d'entre vous qui peuvent se dire ça et je pense qu'ils ont raison. Et d'ailleurs, il y a des façons de le faire et je peux vous dire comment faire ça. On peut se positionner de l'autre côté, hein. C'est-à-dire que là, c'est la banque qui nous prête, mais il y a plein de plateformes du coup de crowdlending, que vous connaissez bien sur l'immobilier en France et j'aimerais bien faire un épisode pour montrer, pour qu'on fasse un petit feedback là des opérations qui ont un peu planté. Il faudrait que je réinvite Patrick, qui avait fait beaucoup d'opérations pour voir combien sont réellement débouclées. Vous pouvez très bien vous positionner de l'autre côté et vous être prêteur. Donc vous imaginez, hein, vous prêtez à 20 par an, c'est pas mal. Alors c'est pas mal, mais on se rappelle que c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du 130 par an si on veut s'en sortir. Du coup, là-dessus, on a notre bien IMO. Donc sachant ça et sachant donc moi je vais rajouter simplement la partie du capital en prenant en compte qu'il y a pas d'impôt pour voir, quels sont les l'IRR. Donc le taux de rendement interne, quand on fait une opération en France avec, 200 000 € d'invest et qui nous rapporte 500 € de cash flow. On va se retrouver avec un IRR de 61 000. Alors si je ne me trompe pas, c'est pas 61 000, c'est 617 000 par an. Si on prend en compte le patrimoine, ça double quasiment, 123 000 par an. Maintenant, si on prend notre cas russe, heu, classique, donc notre cas russe, classique, donc 20 de taux d'intérêt, pas de frais de notaire et du 110 d'invest. Là, on va se retrouver juste avec, le cash flow sans prendre en compte la prise en compte du patrimoine, avec un taux de rendement interne de -8. En gros, l'opération vous fait perdre 8 s'il n'y a pas de valorisation du bien. Si on prend en compte aussi la génération de patrimoine, on est à -4. Donc voilà, vous perdez 4 par an, sur, votre opération. Si par contre, on fait la négociation et on achète le bien du coup 72 moins cher, on retrouve la même performance qu'en France, donc ça c'est bon. Et si par contre, on met du 130 000 € d'apport pour faire l'opération, c'est là où on peut se poser la question.
Si vous mettez du 130 000 € d'apport, on se retrouve à du 6 de taux de rendement interne parce qu'on a mis 130 000 € d'apport et que les emprunts sont excessivement chers aujourd'hui. Donc on se rapproche finalement de la performance du bien, accessible. Donc là, voilà, là vous avez vu, je pense, une bonne perspective de comment on peut regarder ces investissements. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi du coup investir, en Russie, mettre du 130 000 balles d'apport? Alors attention, on se rappelle, hein, vous allez devoir mettre du coup 130 000 € d'apport pour acheter un bien, pour en faire une coloc. La coloc, pour que vous soyez à 100 de taux d'occupation, sur 20 ans, bonne chance, pour que vous ayez pas d'autres problèmes type un tuyau qui pète, un truc je sais pas quoi, un locataire qui vous casse un meuble, réinjecter de l'argent compliqué. Donc finalement vos 6-8 là, voire 9 par an, ils seront réellement pas là-dessus. Ça vous demandera du temps supplémentaire. Ça vous fera, acheter donc, par exemple, moi, dans mon cas, ça me fera acheter quelque chose qui sera à Moscou, qui sera loin, donc à gérer. Je devrais mettre peut-être des frais d'agence supplémentaires et cetera et cetera. On se retrouve dans autre chose. Donc en fait, pourquoi faire ce truc-là? Est-ce que c'est réellement intéressant? Là, on rentre dans un autre spectre qui est de vous dire: «OK, de toute façon, il y a beaucoup de vos investissements et surtout au début, il y a beaucoup d'investissements où vous avez besoin de dépenser de l'argent pour comprendre des choses, pour derrière réussir à gagner plus». Alors que ce soit sur, de la reprise de boîte, votre première reprise de boîte par rapport à l'argent que vous allez injecter, le temps que vous alliez y passer, finalement votre taux de rendement interne sera pas forcément ce qu'il y a de plus magique ou fantastique. Mais vous faites un investissement sur vous-même et votre capacité à choper des opérations. Pareil, là par exemple, pourquoi je pourrais faire une opération à Moscou? Donc Moscou, déjà je me dis: «OK, moi je suis grandement en France, pourquoi pas faire des opérations dans un autre pays? Pourquoi pas faire des opérations dans un pays, comme Moscou?» Comme la Russie. Et après, quels sont les business que je pourrais, élaborer là-dessus? Alors aujourd'hui, il faudrait que je vois la légalité, de faire des business entre, la France et la Russie et si en tant que personne on a le droit de le faire ou pas, ou si on peut être condamné. Mais sinon, après je peux me dire: «OK, bah, pourquoi pas devenir» si ça m'intéresse et que moi je me projette un peu ma vie ici, est-ce que, je pourrais pas simplement, monter une boîte pour permettre de faire du clé en main à Moscou? Et dire aux personnes: «Bah, voilà les vrais taux de rendement interne, voilà ce que ça vous permet de faire comme investissement à Moscou. Pourquoi pas travailler sur des systèmes de visa pour que certaines personnes puissent avoir des visas et cetera pour venir à Moscou?» Parce que, je me dis: «Là, il y a un terreau, il va y avoir de plus en plus de Français qui vont être intéressés par ces invests, et qui vont vouloir venir en Russie et moi, je peux être l'interlocuteur de confiance», comme, d'ailleurs, pour la grande partie d'entre vous, je vous remercie, on a fait des invests en crypto, on a gagné, on a perdu, vous avez pu voir que, l'argent est parti, qu'on a respecté nos engagements. Pareil sur, les investissements en boîte. En fait, continuer à construire cette confiance pour accéder à des fonds de personnes qui peuvent être intéressées pour venir ici. Donc ça pourrait me permettre de faire une première étape pour finalement, développer un business demain, sur de l'invest à Moscou, voire de l'invest dans les 2 sens avec, pareil des moscovites, qui ont envie d'investir, en France. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, il était un petit peu technique. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire, je pense que c'est important de challenger tout ça. N'hésitez pas à faire vos calculs, si ça vous intéresse, je pourrais vous partager aussi mes modèles, là-dessus, je les partage assez souvent. Je pense que je vais faire un post sur LinkedIn pour partager ça et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Insta, j'adore avoir vos nouvelles. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des éléments. Pareil sur LinkedIn, toujours présent, j'ai hâte de vous récupérer. Là, je pense qu'on va closer une ou 2 boîtes supplémentaires. Peut-être que je vous demanderai, ceux que ça intéresse de participer avec nous, parce que là, en termes de fonds, en termes de fonds, à force d'injecter des fonds, il y a plus beaucoup de fonds, donc on pourra faire des deals ensemble. Je vais voir ce que je peux vous proposer là-dessus. Donc là, on est sur beaucoup d'organismes de formation, sur des boîtes de BTP et cetera. Donc je vous tiens au courant. Hâte de faire des deals ensemble. On se retrouve aussi, n'oubliez pas, fin du mois, donc cette semaine, à 20 h, lundi, mardi, mercredi, venez pour les lives, on va bien se marrer. Toujours foncez, hein, sur vos invests. Fin du mois, n'hésitez pas, il y a le drink à Paris, on est déjà une centaine. J'aimerais bien qu'on soit 200 comme la dernière fois, 200-300. Donc drink dans mon ancien espace de coworking dans le 15e à Paris. J'aimerais bien vous donner la date, mais je l'ai pas là tout de suite. Je crois que c'est le dernier vendredi du mois. N'hésitez pas à venir, franchement, pour qu'on se rencontre. On fait à chaque fois des belles rencontres et surtout les fires là, vous me défoncez tout, hein. Vous y allez, ne vous faites pas avoir par l'ambiance, totale. On oublie les facteurs extérieurs. Nous, on y va, on fait de l'IMO, on reprend des boîtes, on fait du business, on avance vers nos objectifs. On se retrouvera tous, on aura tous des super baraques un peu partout là, où vous aurez vos vannes aménagées pour ceux qui sont plutôt vannes aménagées pour aller faire des tours de l'Europe. On se fera des petits apéros. Alors, sans alcool pour ma part. D'ailleurs, je pense que je vais créer une marque de bière sans alcool, parce que, ou une boisson sans alcool, ça serait pas mal. Bon, ça on verra plus tard. Et je vous dis à très vite à tous.
Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.